J'avais invité toute la famille à venir voir mon nouveau-né et à dîner. Alors que tout le monde entrait dans la maison et que nous commencions à manger, mes grands-parents ont demandé avec surprise, « Chérie, qu'est-il arrivé à tous les articles essentiels que nous t'avions offerts pour le bébé à sa naissance ?» Avant que je puisse répondre, ma mère s'est levée et a hurlé de colère, « C'est quoi cette nourriture ?» Elle a saisi son assiette et l'a jetée à travers la pièce, heurtant le visage de mon nouveau-né. C'est alors que ma sœur est entrée, poussant une poussette, celle-là même que mes grands-parents avaient achetée pour mon bébé. Mes grands-parents ont réalisé, « Attendez, c'est la poussette que nous t'avions donnée. » Je me suis précipitée pour vérifier mon bébé qui saignait, et ma mère a dit froidement, « Oh et puis zut, je pense que ce bébé ne s'en sortira peut-être pas, alors tout appartient au bébé de sa sœur maintenant. » Papa a ajouté, « Nous avons déjà tout donné. » Mon grand-père est resté silencieux, plongé dans ses pensées tout en les fixant tous, et ce qu'il a fait ensuite m'a rendu vraiment fière. Je devrais probablement commencer par le début. Ce souvenir fait encore trembler mes mains quand j'y pense. Mon nom n'a pas beaucoup d'importance pour cette histoire, mais ce qui compte, c'est que j'ai donné naissance à ma fille Emma 3 semaines avant ce dîner qui a tout changé. Elle était parfaite. 3,2 kg de pure joie avec les plus petits doigts que j'ai jamais vus. Ma relation avec ma famille avait toujours été compliquée, mais je pensais bêtement qu'un nouveau bébé pourrait nous rapprocher. Ma sœur Vanessa était l'enfant chéri. Elle l'avait toujours été. Elle ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. J'avais appris à accepter ma place de déception, celle qui n'était jamais tout à fait à la hauteur. Lorsque Vanessa a annoncé sa grossesse 2 mois seulement avant la mienne, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Nous élèverions nos filles ensemble, pensais-je. Des cousines qui grandiraient comme des sœurs. Mes grands-parents, eux, étaient différents. Grand-père Joël et grand-mère Ruth m'avaient toujours traité avec une sorte d'amour inconditionnel que mes parents n'ont jamais réussi à me donner. Quand Emma est née, ils sont arrivés à l'hôpital les larmes aux yeux et les bras chargés de cadeaux. Une magnifique poussette bleu marine qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Un berceau avec des détails sculptés à la main, des cartons de vêtements, des couches, des biberons, tout ce dont une nouvelle mère pouvait avoir besoin. Grand-père Joël tenait Emma avec une telle tendresse, lui chuchotant toutes les choses qu'il lui apprendrait un jour. Le dîner devait être simple. J'avais passé des jours à le planifier, voulant que tout soit parfait. Mon petit appartement n'était pas grand-chose, mais j'ai nettoyé jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. J'ai cuisiné le rôti braisé selon la recette de ma grand-mère, celle qu'elle m'avait apprise quand j'avais 12 ans. Emma dormait paisiblement dans son couffin près de la fenêtre, enveloppée dans une douce couverture rose. Maman et papa sont arrivés les premiers, jetant à peine un coup d'œil à Emma avant de s'installer sur le canapé. Papa a immédiatement allumé la télévision. Maman marchait dans mon appartement avec une expression pincée, passant son doigt sur les surfaces comme si elle vérifiait la poussière. Aucun d'eux ne m'avait rendu visite depuis que j'avais ramené Emma de l'hôpital. Trop occupé, disait-il. Vanessa avait besoin d'aide pour préparer l'arrivée de son bébé. Vanessa est arrivée ensuite, son ventre proéminent sous une robe de maternité coûteuse. Elle était à environ 2 mois de son terme. Elle n'avait pas emmené son mari, Tyler. Il travaillait tard, a-t-elle expliqué avec un soupir théâtral. Mes grands-parents furent les derniers à arriver, et le changement d'atmosphère fut immédiat. Grand-mère Ruth est allée directement vers Emma, roucoulant doucement. Grand-père Joël m'a serré fort dans ses bras, me demandant comment j'allais vraiment, si je dormais assez, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Nous nous sommes installés autour de ma petite table à manger. Je l'avais dressée avec soin, avec des assiettes dépareillées et les belles serviettes que j'avais achetées spécialement pour cette occasion. De la vapeur s'élevait des plats que j'avais disposés au centre. Pendant un instant, tout semblait presque normal, presque comme une vraie réunion de famille. Grand-mère Ruth fut la première à remarquer quelque chose. Ses yeux ont balayé l'appartement, la confusion plissant son front. « Chérie, dit-elle doucement. Qu'est-il arrivé à tous les articles essentiels que nous t'avions offerts pour Emma à sa naissance ? » Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais avant que je puisse former des mots, maman s'est levée d'un bond. Sa chaise a raclé bruyamment contre le sol. « C'est quoi cette nourriture » a-t-elle grogné, sa voix assez tranchante pour couper.
Elle a saisi son assiette, le rôti que j'avais passé des heures à préparer, et l'a projeté à travers la pièce. Tout s'est passé au ralenti et trop vite à la fois. L'assiette a tournoyé dans les airs, éparpillant la nourriture. Elle a heurté le bord du couffin avec un craquement écœurant. Le cri d'Emma a percé l'air, aigu et terrifié. Je me suis précipité vers elle, le cœur dans la gorge, et j'ai vu du sang sur son minuscule visage là où un morceau de l'assiette brisée avait éraflé sa joue. Mes mains tremblaient alors que je la prenais dans mes bras, essayant d'évaluer les dégâts pendant qu'elle hurlait. La coupure n'était pas profonde, mais elle saignait, et elle n'avait que 3 semaines, et ma mère venait de lancer une assiette qui avait touché mon bébé. C'est à ce moment-là que Vanessa est entrée depuis le couloir en poussant une poussette. Pas n'importe quelle poussette, l'exacte poussette bleu marine que mes grands-parents m'avaient offerte. Celle qui était dans le placard de ma chambre 2 jours auparavant, lors de ma dernière vérification. Grand-père Joël s'est levé lentement. « Attendez, dit-il, sa voix dangereusement calme. C'est la poussette que nous t'avons donnée. » Vanessa a eu l'audace de prendre un air de défi. « Elle est à moi maintenant, dit-elle en frottant son ventre. Mon bébé en a plus besoin. » Maman s'est approchée de moi, regardant Emma, qui pleurait toujours dans mes bras, du sang sur sa couverture. Son expression était froide, détachée d'une manière qui a glacé mon sang. « Oh et puis zut, dit-elle, comme si elle commentait la météo. Je pense que ce bébé ne s'en sortira peut-être pas, alors tout appartient au bébé de sa sœur maintenant. » Papa a hoché la tête depuis sa position sur le canapé, ne prenant même pas la peine de se lever. « Nous avons déjà tout donné, a-t-il confirmé. Le bébé de Vanessa mérite ce qu'il y a de mieux, et soyons honnêtes, tu peux à peine prendre soin de toi-même. La pièce tournait. J'ai serré Emma plus fort, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Ma mère venait de suggérer que mon nouveau-né pourrait mourir, et elle semblait s'en réjouir. Ils m'avaient volé. Ils avaient donné les affaires de mon bébé à ma sœur et ne voyaient aucun mal à tout cela. Grand-mère Ruth avait pâli, une main pressée sur sa poitrine. Grand-père Joël se tenait complètement immobile, ses yeux passant de mes parents à Vanessa, puis à moi tenant mon bébé en sang. Sa mâchoire se contractait, mais il ne disait rien. Le silence s'étirait, lourd et suffocant. Puis il s'est dirigé vers la porte et a pris son manteau. « Ruth, dit-il calmement, appelle les urgences. Le bébé doit être examiné à l'hôpital. »« Elle va bien ?» a claqué maman. « Arrête d'être si dramatique. » Grand-père Joël s'est tourné pour la regarder. Et je n'avais jamais vu cette expression sur son visage auparavant. « Ma petite fille saigne parce que tu lui as jeté une assiette. C'est une agression sur un nourrisson. Ruth, passe l'appel. » Les mains de grand-mère Ruth tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone. Je restais figé, les pleurs d'Emma s'adoucissant en gémissements contre ma poitrine. « Tu n'es pas sérieux ?» a dit papa, se levant enfin. C'était un accident. Un accident impliquerait des remords, a répondu grand-père Joël. Je n'en vois aucun. En fait, je viens de vous entendre avouer un vol et ta femme a essentiellement menacé la vie de cet enfant. Il a regardé Vanessa. Cette poussette reste ici, tout de suite. Vanessa a serré les poignets. Non, tu la lui as donnée, mais elle ne la mérite pas. Elle ne finit jamais rien. Elle a abandonné l'université. Elle ne peut pas garder un emploi. Elle est tombée enceinte d'un type qui n'est même plus là. Ça suffit. La voix de grand-père Joël a claqué comme un fouet. La poussette, maintenant. Et je veux que chaque article que nous avons offert pour Emma soit rapporté dans cet appartement dans l'heure, où je signale le tout comme un vol. Tu n'oserais pas, a dit maman, mais sa voix vacillait. Mets-moi au défi. Les ambulanciers sont arrivés en 10 minutes. Ils ont examiné Emma avec soin pendant que je répondais à leurs questions d'une voix tremblante. La coupure était superficielle. Elle aurait besoin d'une suture adhésive, mais pas de point de suture. Cependant, ils m'ont fortement recommandé de déposer une plainte à la police étant donné qu'elle avait été blessée par un objet lancé lors d'une dispute. Grand-père Joël avait déjà appelé la police. 2 officiers sont arrivés alors que les ambulanciers étaient encore là. J'ai regardé, ayant toujours l'impression d'être dans un cauchemar, mon grand-père expliquait calmement ce qui s'était passé.
Maman a essayé de l'interrompre, de faire passer ça pour un accident, mais les officiers avaient déjà vu l'assiette brisée, le sang, et l'attitude hostile de ma mère la rendait peu sympathique. Ils n'ont arrêté personne ce soir-là, mais ils ont pris une déposition. Ils ont également documenté le vol des articles de bébé, prenant des photos de Vanessa avec la poussette qu'elle refusait de lâcher, même lorsque les officiers lui ont fortement suggéré de la rendre. Mes parents sont partis en furie, traînant Vanessa avec eux. Tu as ruiné cette famille, m'a sifflé maman en sortant. Ne t'attends pas à ce qu'on t'aide quand tu reviendras en rampant. Après leur départ, grand-père Joël s'est assis lourdement sur mon canapé. Grand-mère Ruth berçait doucement Emma. L'appartement était un désastre. De la nourriture sur les murs, des morceaux d'assiettes brisés éparpillés sur le sol, l'odeur du rôti se mélangeant à une tension persistante. Je suis désolée, ai-je chuchoté. Je n'aurais pas dû les inviter. Je pensais juste. Tu n'as pas à t'excuser, a dit fermement grand-père Joël. Ce dont je suis désolée, c'est de ne pas avoir vu à quel point c'était devenu grave. Depuis combien de temps te traite-t-il comme ça? La question a brisé quelque chose en moi. Je me suis effondrée à côté de lui et j'ai commencé à parler. Je lui ai tout dit. Comment maman m'avait toujours comparée à Vanessa et m'avait trouvée insuffisante. Comment papa oubliait mon anniversaire mais ne manquait jamais celui de Vanessa. Comment il critiquait chacun de mes choix, ma carrière, mes relations, ma décision de garder Emma même si son père était parti quand j'étais enceinte de 4 mois. Comment il n'avait montré aucun intérêt pour leur petite fille. Il n'avait pas visité une seule fois, n'avait même pas demandé son nom. Je lui ai parlé des objets disparaissants de mon appartement. Comment je pensais devenir folle. Les biberons neufs dont j'étais certaine de disposer avaient soudainement disparu. Le mobile du berceau que j'avais déballé du cadeau de mes grands-parents s'était volatilisé de ma chambre. Comment j'avais découvert que mon double de clé avait disparu et réalisé que maman avait dû le prendre il y a des mois pour en faire une copie. Grand-mère Ruth écoutait, les larmes coulant sur ses joues. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a-t-elle demandé. Je pensais pouvoir gérer, ai-je admis, et je ne voulais pas vous accabler. Vous avez toujours été pris entre maman et moi. Grand-père Joël a secoué la tête lentement. Plus maintenant. Tout ça s'arrête maintenant. Au cours des jours suivants, grand-père Joël est devenu une force de la nature. Il a engagé une avocate, une femme brillante nommée Patricia Morrison, spécialisée en droit de la famille. Le rapport de police nous donnait une documentation sur l'agression et le vol. Les photos prises par les officiers montraient Vanessa avec la poussette volée. Combiné à mon témoignage sur les objets manquants et le double des clés, nous avions un dossier solide. Mais grand-père Joël est allé plus loin. Il avait fait fortune dans le développement immobilier et avait passé sa retraite à gérer soigneusement ses investissements. Il était beaucoup plus riche que je ne l'avais jamais réalisé. Il avait prévu de tout laisser à parts égales à maman et à son frère, mon oncle Case. Maintenant, il planifiait une réunion avec son notaire. Maman m'a appelé 2 jours après le dîner. C'est ridicule, a-t-elle commencé sans préambule. Tu dois dire à la police que c'était un malentendu. Vanessa est stressée par sa grossesse et tu aggraves tout. Vanessa m'a volé, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne me sentais. Tu as agressé ma fille. Ce ne sont pas des malentendus. Cette coupure n'était presque rien. Tu es dramatique, comme toujours. Vanessa a plus besoin de ses affaires de bébé que toi. Elle est mariée. Elle a un foyer stable. Elle peut réellement subvenir aux besoins d'un enfant. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois, c'était plus de la colère que de la peur. Les procédures judiciaires ont avancé. Patricia a intenté un procès civil pour les objets volés et les dommages matériels. La police a enquêté sur l'accusation d'agression. Maman et papa ont engagé leur propre avocat qui a essayé de me dépeindre comme une mère célibataire instable faisant de fausses accusations. Mais nous avions des preuves. Nous avions des témoins. Nous avions le témoignage de mes grands-parents et le rapport de police. Vanessa, prise entre 2 feux, a finalement craqué. Elle a rendu la poussette et la plupart des autres objets, certains endommagés, d'autres clairement utilisés. Son avocat lui a conseillé de coopérer pour éviter des poursuites pénales.
Lors d'un appel téléphonique en larmes organisé par les avocats, elle a admis que maman l'avait convaincue de prendre les choses, disant que je ne les méritais pas et que je les vendrais probablement de toute façon. L'affaire a été réglée à l'amiable. Mes parents ont accepté de payer un dédommagement pour les articles endommagés et manquants, de couvrir les frais médicaux d'Emma et de rester loin de moi et d'Emma à moins que je n'initie le contact. L'accusation d'agression a été réduite à un délit mineur avec des cours obligatoires de gestion de la colère pour maman. Pendant ces semaines de procédure judiciaire, quelque chose d'autre s'est produit auquel je ne m'attendais pas. Les gens ont commencé à prendre des nouvelles. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté après avoir entendu par la bande ce qui s'était passé. Mon ancienne colocataire d'université, Sarah, s'est présentée à ma porte avec des courses et est restée pour m'aider à nettoyer l'appartement de fond en comble, effaçant les derniers vestiges physiques de cette nuit horrible. Une femme de mon cours prénatal, Jessica, a organisé une chaîne de repas pour que je n'ai pas à me soucier de cuisiner tout en gérant les avocats et les dates d'audience. Le soutien m'a submergée. J'avais passé tant de temps à croire le récit de mes parents selon lequel j'étais un gâchis, incapable, ne méritant rien, que voir des gens se présenter simplement parce qu'ils se souciaient de moi me semblait étranger. Jessica m'a dit qu'elle avait toujours senti que quelque chose clochait dans ma dynamique familiale pendant nos cours. La façon dont je tressaillais en parlant de ma mère, comment je m'excusais excessivement pour tout, même pour des choses qui ne nécessitaient pas d'excuses. Le travail est devenu compliqué aussi. Je servais des tables dans un restaurant du centre-ville, et ma gérante, Linda, avait été compréhensive quant au temps libre dont j'avais besoin pour les comparutions au tribunal, mais elle m'a prise à part un après-midi, l'inquiétude gravée sur son visage. Certains clients avaient posé des questions sur le pansement sur le visage d'Emma lorsque je l'avais amenée lors d'un changement de car. Linda avait besoin de savoir s'il y avait un problème de sécurité. Assise dans son bureau exigu, je lui ai tout raconté. Linda a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en arrière dans sa chaise et est restée silencieuse un long moment. Puis elle m'a parlé de sa propre sœur, qui avait coupé les ponts avec leur mère il y a 5 ans après des décennies de violence psychologique. À quel point cela avait été dur à regarder, mais combien c'était nécessaire. Comment sa sœur s'était épanouie une fois qu'elle avait fait ce choix douloureux. Tu fais ce qu'il faut, a dit Linda fermement. Ne laisse personne te dire le contraire. Protéger ton enfant passe avant tout, toujours. Ces conversations avec Sarah, Jessica et Linda ont commencé à changer quelque chose de fondamental dans ma façon de me voir. Ces personnes me croyaient. Elles ne se demandaient pas si je réagissais de manière excessive ou si j'étais trop sensible. Elles reconnaissaient la situation pour ce qu'elle était, de l'abus suivi d'une agression suivie d'un vol, et elles se tenaient à mes côtés. Quoi qu'il en soit, mon appartement est devenu un refuge pendant cette période, mais aussi une sorte de prison. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. J'ai installé une chaîne de sécurité en plus du verrou. J'ai commencé à garder mon téléphone chargé et à portée de main à tout moment. Grand-père Joël l'a remarqué lors d'une de ses visites, voyant comment je me positionnais pour toujours avoir une vue sur la porte. « Tu es en sécurité ici », m'a-t-il dit doucement. Mais je comprends pourquoi tu ne le ressens pas encore ainsi. Donne-toi du temps. Il avait raison. Le temps semblait s'écouler étrangement pendant ces mois. Certains jours s'éternisaient, remplis de documents juridiques qui s'empilaient, mon esprit tournant avec les pires scénarios. D'autres jours se brouillaient, perdus dans la brume de la nouvelle maternité combinée à la réponse au traumatisme. J'ai commencé à voir une thérapeute, le docteur Amanda Price, spécialisée dans les ruptures familiales. Nos séances sont devenues une bouée de sauvetage, m'aidant à démêler des années de conditionnement et de manipulation mentale, gaslighting. Le docteur Price m'a fait découvrir des termes que je n'avais jamais entendus auparavant, bouc émissaire, syndrome de l'enfant roi, dynamique familiale narcissique. Soudain, toute mon enfance prenait un sens qu'elle n'avait jamais eu auparavant. La critique constante, la façon dont rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Comment Vanessa pouvait faire exactement les mêmes choses que moi et recevoir des éloges alors que je recevais des punitions? Ce n'était pas parce que j'étais déficiente. C'était à cause d'un système dysfonctionnel qui avait besoin de quelqu'un à blâmer.
Comprendre cela a aidé, mais cela a aussi fait mal parce que cela signifiait accepter que ma mère ne changerait probablement jamais, qu'il n'y avait pas de combinaison magique de mots ou d'actions qui la ferait soudainement me voir comme digne d'amour. Certaines personnes sont trop brisées par leurs propres démons pour être capables de relations saines, a expliqué le Dr Price. Et ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas ma responsabilité de réparer ça. Emma a atteint le cap des 2 mois pendant tout ce chaos. Je l'ai emmenée chez la pédiatre pour son examen. J'étais nerveuse à l'idée d'expliquer le tissu cicatriciel qui se formait sur sa joue. Le docteur Yolanda Martinez a été douce mais minutieuse, documentant tout dans le dossier médical d'Emma. Elle a posé des questions pointues sur mon environnement familial, mon système de soutien, si je me sentais en sécurité. J'ai apprécié sa diligence même si cela me rendait extrêmement consciente de la catastrophe à laquelle nous avions échappé de justesse. Vous vous débrouillez très bien, m'a dit le docteur Martinez alors qu'Emma gazouillait joyeusement après ses vaccins. Je vois à quel point vous l'aimez. C'est ce qui compte le plus. Mais les véritables répercussions sont venues des changements dans la succession de grand-père Joël. Il a convoqué une réunion de famille au bureau de son avocat. Je n'étais pas obligée d'y assister, mais il voulait que je sois là. Maman, papa, l'oncle Case et la femme de l'oncle Case, Denise, étaient assis d'un côté de la table de conférence. J'étais assise de l'autre avec Emma dans les bras et mes grands-parents à mes côtés. L'avocat spécialisé en succession, un homme âgé et digne nommé Howard Banks, a exposé les changements. Le patrimoine de grand-père Joël, évalué à environ 3,9 millions d'euros, serait divisé comme suit, 45% pour l'oncle Case, 45% pour moi, et 10% dans un fonds fiduciaire pour l'éducation d'Emma. Maman ne recevrait rien. Le visage de maman est devenu violet. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux tout à fait, a dit calmement grand-père Joël. C'est mon argent et je le distribuerai comme bon me semble. Tu m'as montré exactement qui tu es. Tu as volé ta propre fille. Tu as agressé ta petite fille nouveau-née. Tu n'as montré aucun remords. Tu ne profiteras pas du travail de ma vie. Et Vanessa, a exigé maman. C'est ta petite fille aussi. Vanessa a participé à un vol et a fait preuve d'un manque de caractère choquant, a répondu grand-père Joël. Si elle démontre un véritable changement et reconstruit sa relation avec sa sœur au cours des prochaines années, je pourrais reconsidérer, mais cela dépend entièrement d'elle. Papa s'est penché en avant, essayant une approche différente. Joël, tu es contrarié. Nous le sommes tous. Mais c'est la famille. Exactement, a coupé grand-mère Ruth, sa voix tranchante d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. C'est la famille. Et vous avez traité votre fille comme une moins que rien. Vous avez donné les affaires de son bébé à votre autre fille comme si la vie d'Emma ne signifiait rien. Vous êtes resté là sans rien faire pendant que les cadeaux de mon mari étaient volés. Vous avez été cruel envers cette fille toute sa vie et j'ai honte de ne pas avoir vu toute l'étendue de la chose plus tôt. L'oncle Case, qui était resté silencieux tout ce temps, a pris la parole. Pour ce que ça vaut, je pense que tu prends la bonne décision, papa. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Il m'a regardé de l'autre côté de la table. Je suis désolée que nous n'ayons pas été plus proches. J'aurais dû être plus attentif. Maman s'est levée si vite que sa chaise est tombée à la renverse. Très bien. Gardez votre argent. Nous n'en avons pas besoin. Vanessa et moi nous en sortirons très bien sans aucun de vous. Elle est sortie en trombe, papa la suivant avec un dernier regard rancunier vers nous tous. Le bureau semblait plus léger après leur départ. Howard a passé en revue plus de détails. La structure du fonds fiduciaire, le calendrier de transfert de patrimoine, les dispositions au cas où mes grands-parents auraient besoin de soins de longue durée. Ma tête tournait avec toutes ces informations. Quand ce fut enfin terminé, l'oncle Case s'est approché de moi. Je pensais ce que j'ai dit, m'a-t-il dit. J'ai 2 enfants à moi, et ils devraient connaître leur cousine. Si tu es ouverte à l'idée, Denise et moi aimerions faire partie de la vie d'Emma. J'ai baissé les yeux vers Emma, dormant paisiblement à travers tout le drame, sa petite joue portant encore une légère marque du pansement. J'aimerais bien, ai-je dit. Les mois qui ont suivi ont été à la fois plus durs et plus faciles que je ne l'avais prévu.
Plus dur parce que je devais vraiment accepter que mes parents ne m'aimaient pas comme des parents le devraient. Cette réalisation a apporté un chagrin que je n'avais pas anticipé. Le deuil de la relation que j'avais toujours espéré que nous pourrions avoir un jour. Plus facile parce que sans leurs critiques constantes et leurs manipulations, je pouvais enfin respirer. J'ai changé les serrures de mon appartement. J'ai bloqué les numéros de mes parents et celui de Vanessa aussi. Je me suis concentrée sur Emma et sur ma guérison. Mes parents ont essayé de me contacter par divers moyens, mais j'ai tenu bon. Puis est venu l'incident qui a rendu une ordonnance de restriction nécessaire. Maman s'est présentée à mon appartement à 2 heures du matin un mardi soir, martelant la porte et hurlant que j'étais une fille ingrate. Les voisins ont appelé la police avant même que j'en aie l'occasion. Patricia, mon avocate, m'a aidé à déposer une demande d'ordonnance de restriction le lendemain matin. L'audience pour l'ordonnance de restriction fut une sorte de cauchemar à part entière. Maman s'est présentée habillée impeccablement, jouant le rôle de la mère blessée à la perfection. Elle a pleuré à la barre, parlant de la façon dont j'avais toujours été une enfant à problème, comment elle avait tant essayé de m'aider, comment la coupée de sa petite fille était cruelle et inhabituelle. Son avocat m'a dépeinte comme vindicative, utilisant mon bébé comme une arme contre ma propre famille. Puis Patricia a présenté les preuves. Les photos de la blessure d'Emma. Le rapport de police documentant l'aveu de maman qu'elle avait jeté l'assiette. Le témoignage des ambulanciers qui ont soigné Emma. Le schéma documenté des objets volés. La déclaration en larmes de grand-mère Ruth sur ce dont elle avait été témoin cette nuit-là. L'expression du juge est passée de neutre à de plus en plus perturbée à mesure que le tableau complet émergeait. Lorsqu'il a accordé l'ordonnance de restriction, le calme de maman s'est fissuré. Elle s'est levée en criant. Elle a dû être physiquement maîtrisée par la sécurité du tribunal. « Tu es un poison », m'a-t-elle hurlé. « Tu as monté tout le monde contre moi. Tu auras ce que tu mérites. » Le juge a prolongé l'ordonnance de restriction de 6 mois à 2 ans, rien que sur la base de cet éclat. Il a ajouté une clause interdisant tout contact par tiers. Elle ne pouvait pas envoyer d'intermédiaire pour me harceler en son nom. Papa est resté assis en silence pendant tout ce temps, le visage impassible. Je me demandais ce qu'il pensait. Si une partie de lui reconnaissait à quel point les choses s'étaient détériorées, s'il ressentait la moindre honte. En sortant de ce tribunal, Emma attachée contre ma poitrine dans son porte-bébé, je me sentais simultanément triomphante et vide. J'avais gagné légalement parlant, j'avais la protection dont j'avais besoin, mais cela n'effaçait pas le chagrin de perdre des parents que je n'avais jamais vraiment eu pour commencer. Le docteur Price m'avait mis en garde à ce sujet, comment la victoire dans ces situations semble rarement propre ou simple. Comment on peut faire la bonne chose et quand même pleurer ce qu'on avait espéré que ces relations auraient pu être. Les semaines suivant l'ordonnance de restriction ont été plus calmes, sans la menace constante de l'apparition de mes parents, une partie de l'hypervigilance a commencé à s'apaiser. Je pouvais marcher jusqu'à la boîte aux lettres sans que mon cœur ne s'emballe. Je pouvais répondre à un numéro inconnu sans supposer que c'était maman appelant d'un téléphone emprunté. De petites libertés que la plupart des gens tenaient pour acquises semblaient révolutionnaires. L'oncle Case m'a invité à un barbecue familial chez lui, et j'ai failli ne pas y aller. Être entouré de gens me semblait encore écrasant, mais grand-mère Ruth m'a convaincue, promettant que ce ne serait que la famille proche. Pas de surprise, pas de drame. L'après-midi s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Les enfants de l'oncle Case ont joué avec Emma, lui montrant leur collection de blocs de construction, même si elle était bien trop jeune pour les apprécier. Denise m'a montré des photos de leurs récentes vacances, me traitant comme une personne normale, ayant une conversation normale au lieu de me traiter comme le cas social de la famille brisée que je commençais à avoir l'impression d'être. Assise sur leur porche arrière avec un verre de limonade, regardant Emma dormir paisiblement dans un lit parapluie pendant que mes cousins jouaient à chat dans la cour, quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. C'était ce à quoi les réunions de famille devraient ressembler. Facile, chaleureuse, sûre. Pas besoin de marcher sur des œufs. Pas besoin d'analyser chaque mot à la recherche de critiques cachées, juste des gens qui appréciaient sincèrement d'être ensemble. Grand-père Joël et grand-mère Ruth sont devenus des piliers dans nos vies. Ils venaient 2 fois par semaine, apportant des courses et aidant avec tout ce dont j'avais besoin.
Grand-père Joël a installé de nouvelles serrures et une caméra de sécurité à ma porte. Grand-mère Ruth m'a appris d'autres recettes et m'a montré des astuces pour qu'Emma dorme toute la nuit. Ils étaient les parents dont j'avais toujours eu besoin. L'oncle Case et Denise emmenaient mes cousins pour les dîners du dimanche. Leurs enfants, âgés de 7 et 10 ans, étaient fascinés par bébé Emma. En les regardant la tenir si soigneusement, posant 1 million de questions sur les bébés, j'ai vu à quoi pouvait ressembler une famille en réalité. L'audience pour l'ordonnance de restriction a eu lieu environ 4 mois après l'incident initial. Vanessa a donné naissance à une petite fille en bonne santé environ 2 mois après la fin de toutes les procédures judiciaires. Je l'ai appris par le bouche à oreille familial. L'oncle Case l'a mentionné nonchalamment, observant ma réaction. Je n'ai ressenti qu'un espoir lointain que sa fille serait mieux aimée que je ne l'avais été. Vanessa a envoyé un seul SMS 2 semaines après son accouchement. Je suis désolée pour tout. Je sais que tu ne me pardonneras pas, mais je suis désolée. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour nous pourrions reconstruire quelque chose. Mais ce jour n'était pas près d'arriver. Et j'avais appris que je ne devais de pardon à personne selon leur calendrier. Mes parents ont essayé encore quelques fois de me contacter, toujours avec des conditions. Papa a envoyé une lettre disant qu'il serait prêt à se réconcilier si j'annulais l'ordonnance de restriction et leur donnais accès à Emma. Maman a laissé des messages vocaux qui alternaient entre apitoiement sur elle-même et rage. Je les ai tous sauvegardés au cas où, mais je n'ai jamais répondu. L'argent du règlement est arrivé. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour remplacer tout ce qui avait été pris ou endommagé avec un peu de reste. Je l'ai mis sur un compte d'épargne pour l'avenir d'Emma. Le savoir que grand-père Joël avait changé son testament, qu'il m'avait choisi plutôt que sa propre fille, signifiait plus que n'importe quelle somme d'argent. Pour le premier anniversaire d'Emma, nous avons organisé une petite fête chez mes grands-parents. La famille de l'oncle Case est venue, ainsi que quelques amis de mon travail et ma voisine qui m'avaient tant aidé pendant ces premiers mois sans sommeil. Emma a écrasé sa première bouchée de gâteau sur son visage et tout le monde a ri. J'ai regardé autour de moi ces gens qui étaient devenus ma vraie famille et quelque chose dans ma poitrine s'est libéré. Grand-père Joël m'a trouvé dans la cuisine plus tard, en train de faire la vaisselle. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit, et je le pensais. Merci pour tout ce que tu as fait, pour nous avoir défendus. » Il a mis son bras autour de mes épaules. C'est ce que fait la famille, la vraie famille. Et je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour le faire. Tu l'as fait quand ça comptait le plus. Emma a trottiné dans la cuisine, du glaçage dans les cheveux, gloussant alors que grand-mère Ruth la poursuivait. Elle a tendu les bras vers moi avec ses mains collantes, et je l'ai prise dans mes bras, ne me souciant pas du désordre. C'était ça qui comptait. Cette petite fille, les gens qui l'aimaient et la vie que nous construisions sans la toxicité que j'avais grandi en acceptant comme normale. 2 ans plus tard, Emma avait un peu plus de 2 ans et commençait à former des phrases. J'étais retournée à l'école à temps partiel, travaillant pour obtenir le diplôme que j'avais abandonné à 21 ans. Mes grands-parents aidaient pour la garde, et l'oncle Case m'avait obtenu un entretien dans son entreprise, où j'avais décroché un emploi stable avec des avantages sociaux. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi, et elle était bonne. Vanessa a repris contact, cette fois par l'intermédiaire de l'oncle Case. Elle suivait une thérapie depuis plus d'1 an, travaillant sur ses propres problèmes avec nos parents. Elle voulait nous rencontrer juste toutes les deux pour parler. Pas d'attente, pas d'exigence. J'ai failli dire non. Mais grand-père Joël, quand je lui ai demandé conseil, a dit quelque chose qui m'est resté. Les gens peuvent changer. Tout le monde ne le fait pas et tu ne lui dois pas de relation. Mais si elle essaie sincèrement d'être meilleure, cela vaut peut-être la peine de l'écouter. Protège-toi toi et Emma d'abord. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos maisons. Vanessa avait l'air différente, plus âgée, fatiguée d'une manière qui allait au-delà du simple fait d'avoir un enfant en bas âge. Nous sommes restées assises l'une en face de l'autre dans un silence gênant pendant un long moment avant qu'elle ne parle. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes », a-t-elle commencé. Je ne le ferai pas à ta place. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait était impardonnable. Je t'ai volé. J'ai regardé maman blesser Emma et je ne l'ai pas arrêtée.
J'ai passé 2 ans en thérapie à essayer de comprendre pourquoi je pensais que tout cela était acceptable. J'ai siroté mon café en attendant. Maman nous a monté l'une contre l'autre toute notre vie, a-t-elle continué. Et au lieu de reconnaître cela et de refuser de jouer le jeu, je m'y suis complu. J'aimais être la préférée. Je me sentais en droit d'avoir tout ce que tu avais parce que maman me disait que je le méritais plus. Elle a essuyé ses yeux. Je ne cherche pas d'excuses. J'essaie juste d'expliquer à quel point ma façon de penser était tordue. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi reprendre contact après 2 ans? Parce que ma fille a demandé des nouvelles de sa cousine, a dit Vanessa doucement. Elle a vu des photos chez grand-mère et grand-père. Elle voulait savoir pourquoi elle ne connaît pas sa cousine Emma, et j'ai réalisé que je l'élève de la même manière que nous avons été élevés. À penser que la famille vient avec des conditions. Je ne veux pas ça pour elle. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle m'a raconté ses difficultés avec Tyler, comment il avait été horrifié quand il avait appris ce qui s'était passé et avait insisté pour qu'elle obtienne une aide professionnelle. Sur la confrontation avec nos parents et le fait de voir enfin clairement leur manipulation. Sur le travail difficile de désapprendre des schémas de pensée qui étaient enracinés depuis l'enfance. Je lui ai parlé d'Emma, de l'école, de la vie que j'avais construite. Je n'ai pas offert le pardon, mais je n'ai pas fermé la porte complètement non plus. Peut-être que nous pouvons commencer petit, ai-je finalement dit. Des visites supervisées avec les enfants chez grand-mère et grand-père. Voir comment ça se passe. J'aimerais ça, a dit Vanessa, le soulagement clair dans sa voix. Merci d'avoir même envisagé la chose. Ces visites supervisées ont eu lieu tous les mois au début, puis plus fréquemment. Emma et la fille de Vanessa, Claire, se sont entendues immédiatement comme seuls les petits-enfants le peuvent. Claire avait environ 4 mois de moins qu'Emma, et les regarder jouer ensemble m'apportait des émotions compliquées. Vanessa était prudente, toujours respectueuse, ne dépassant jamais les bornes, essayant sincèrement d'être meilleure. C'était lent, reconstruire une confiance qui avait été si complètement brisée. Mais c'était quelque chose. Mes parents n'ont jamais changé. Maman envoyait des lettres amères de temps en temps, blâmant toujours tout le monde pour la fracture familiale. Papa gardait le silence, ce qui faisait en quelque sorte moins mal que le venin continu de maman. L'ordonnance de restriction est restée en place. L'oncle Case m'a dit qu'il l'avait approché une fois, essayant de le faire intercéder pour convaincre grand-père Joël de revenir sur son testament. Il avait refusé. Lorsque grand-père Joël est décédé 3 ans après ce dîner affreux, paisiblement dans son sommeil à l'âge de 81 ans, son testament est resté tel qu'il l'avait laissé. Les funérailles étaient petites. Moi, Emma, grand-mère Ruth, l'oncle Case et sa famille, Vanessa et Claire. Mes parents n'étaient pas invités. Maman a quand même essayé de s'incruster à la cérémonie, provoquant une scène qui a nécessité l'intervention de la sécurité pour l'escorter dehors. Même dans la mort, elle ne pouvait pas lâcher son amertume. En triant les affaires de grand-père Joël, j'ai trouvé une lettre qu'il m'avait écrite des années auparavant, scellée et datée de juste après qu'il ait changé son testament. Grand-mère Ruth me l'a donnée avec des mains tremblantes. Ma chère fille, disait-elle. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Je veux que tu saches que te défendre, toi et Emma, a été la décision la plus facile que j'ai jamais prise. Je regrette seulement de ne pas avoir vu plus tôt ce qui se passait, de ne pas t'avoir protégé de la cruauté de ta mère quand tu étais jeune. Tu méritais mieux alors, et tu mérites mieux maintenant. Tu es forte, capable et aimante. Tout ce qu'un parent pourrait espérer. Sois heureuse. Aime Emma férocement. Et ne laisse jamais personne te faire sentir moins que ce que tu es. Tu as toujours été à la hauteur. Avec amour, grand-père. J'ai sangloté en la lisant, Emma me serrant fort contre elle même si elle ne comprenait pas tout à fait. À presque 4 ans, elle savait que son arrière-grand-père l'avait aimée, nous avait protégés quand nous en avions le plus besoin. Elle savait que la famille n'était pas toujours une question de sang, mais de qui se présentait et faisait le dur travail de vous aimer. L'héritage a changé les choses sur le plan pratique. Cela signifiait que je pouvais finir mes études sans dettes écrasantes, que je pouvais acheter une maison avec un jardin pour Emma, que je pouvais respirer un peu plus facilement financièrement. Mais ce que grand-père Joël m'a vraiment donné valait plus que de l'argent.
Il m'a donné la validation que je n'étais pas folle, que ce que j'avais vécu était vraiment aussi grave que je le ressentais. Il m'a donné l'exemple de ce à quoi cela ressemble quand quelqu'un vous aime vraiment. Ils vous protègent. Ils vous défendent. Ils vous choisissent même quand c'est difficile. Emma a 10 ans maintenant, elle s'épanouit à l'école et est obsédée par le football. Vanessa et moi avons reconstruit quelque chose qui ressemble à une fraternité. Même si ce ne sera jamais simple ou facile, elle a fait le travail, a véritablement changé, et j'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir d'avancer sans porter toute la colère. Grand-mère Ruth vit maintenant dans une résidence pour personnes âgées, toujours aussi vive d'esprit à 84 ans. Emma lui rend visite chaque semaine, apportant des dessins et des histoires. La poussette qui a causé tant de douleurs trône dans l'appartement de grand-mère Ruth, contenant une collection d'albums photos. Elle aime la garder là, dit-elle, comme un rappel que défendre ce qui est juste en vaut toujours la peine. Je pense à ce dîner parfois, celui qui aurait dû être simple, joyeux, une célébration de la vie nouvelle. Comment il a explosé en violence et révélé des vérités qui ne pouvaient plus être ignorées. Comment ma mère a jeté une assiette qui a frappé mon bébé nouveau-né et n'a ressenti aucun remords. Comment mon père a nonchalamment admis le vol comme si c'était son droit. Mais je pense aussi à ce qui est venu après. Comment grand-père Joël s'est tenu dans mon petit appartement et a fait un choix. Comment il a suivi par des actes, pas seulement des mots. Comment il m'a appris que la famille n'est pas une question d'obligation ou de culpabilité ou d'acceptation de l'abus parce que vous partagez de l'ADN. Emma demande parfois des nouvelles de mes parents, pourquoi elle n'a pas de grands-parents de mon côté. Je lui dis la vérité avec des mots adaptés à son âge, que parfois les gens ne sont pas capables d'être ce dont nous avons besoin qu'ils soient. Que c'est triste, mais que c'est aussi d'accord. Que nous avons grand-mère Ruth, l'oncle Case, la tante Denise et la tante Vanessa qui essaient fort d'être meilleures, et que c'est plus que suffisant. La cicatrice sur le visage d'Emma de cette nuit-là s'est considérablement estompée au fil des ans. Juste une ligne ténue près de sa pommette que vous ne remarqueriez jamais à moins de savoir la chercher. Mais je sais qu'elle est là. Un rappel d'où nous venons et de la distance que nous avons parcourue. Un rappel que nous avons survécu et que grand-père Joël s'est assuré que nous fassions plus que simplement survivre. Nous nous sommes épanouis. Parfois, les gens demandent si je regrette d'avoir porté plainte, d'avoir intenté des procès, d'avoir accepté l'héritage modifié qui a détruit ma relation avec mes parents de façon permanente. La réponse est toujours non. Parce que cette nuit-là, bébé en sang dans mes bras, parents montrant leur vrai visage, j'avais un choix. Accepter, minimiser, faire semblant que ce n'était pas si grave comme je l'avais fait toute ma vie, ou me lever et dire, plus jamais. Grand-père Joël m'a montré comment faire ce choix. Il m'a montré que protéger les innocents et les vulnérables est toujours juste. Même quand cela déchire une famille, surtout eux. Emma grandira en sachant que son arrière-grand-père l'a choisi quand elle avait 3 semaines et qu'elle saignait. Elle saura que quand ça comptait le plus, quelqu'un s'est levé et a dit qu'elle comptait. Que sa vie comptait. Que sa sécurité comptait. Elle saura à quoi ressemble le véritable amour. Pas la version toxique conditionnelle avec laquelle j'ai grandi, mais le genre qui agit, qui assume les conséquences et qui ne vacille jamais. C'est l'héritage que grand-père Joël nous a laissé. Pas seulement l'argent, bien que cela ait aidé. Mais la connaissance que nous valions la peine de nous battre pour nous, que nous méritons protection, amour et justice. Et les jours où je doute de moi-même, où les vieilles insécurités s'insinuent, où je me demande si je fais bien pour Emma, je me souviens de lui debout dans mon appartement cette nuit-là, silencieux au début, assimilant tout, puis passant à l'action avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait exactement ce qui doit être fait. Je me souviens de ces mots à ma mère. Un accident impliquerait des remords. Je n'en vois aucun. Je me souviens de la façon dont il a regardé Emma dans son couffin, du sang sur sa couverture, et a décidé à ce moment précis que c'en était assez. Je me souviens de ce qu'il m'a appris, que l'amour ne consiste pas à accepter l'abus au nom de la famille. Il s'agit de rester ferme dans la protection de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qui m'a rendu vraiment fière. Et c'est ce que je passerai le reste de ma vie à essayer d'honorer. Pour Emma et pour l'homme qui m'a montré à quoi ressemble une vraie famille.